Bonsoir à tous et bienvenue dans cette présentation. Vous l'avez peut-être vu au titre, cette présentation va porter sur la poésie comme engagement royaliste. Et cette présentation va aussi donner lieu à plusieurs activités sur le cercle et même au-delà, je l'espère, mais ça, je vous en parlerai un peu à la suite de cette présentation, en fait, qui est une amorce à ces activités et au pourquoi du comment, en fait, de cette activité, qui sera la rédaction de poèmes au sein du cercle. Donc, avant de commencer, il faudrait peut-être définir un peu la poésie. Alors, la poésie, on peut la définir selon deux axes. Premièrement, son objet et secondement, sa forme. Alors, lorsque je parle de l'objet, c'est, pour être un peu prosaïque, le contenu. Tout simplement ce que va dire la poésie et par qui elle va le dire. Ce qui, c'est le narrateur, c'est le sujet lyrique. Et celui qui s'exprime au jeu. L'image d'Épinal que vous avez de la poésie, c'est un peu le romantique qui écrit comme ça, qui dit oui, je suis malheureux, etc. Ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le sujet lyrique. Et ce sujet lyrique, il a une identité toute particulière, c'est parce que c'est par lui que va se transmettre un message littéraire, en fait. La poésie de base, c'est l'épopée, c'est ce qui est raconté, donc l'Énéide, l'Iliade, l'Henriade, etc. Donc ce sont des récits. Et petit à petit, ça va se transformer en des contemplations et des rêveries avec le romantisme, etc. Et déjà avec des sujets dès le XIIe siècle, XIIIe, etc., le grand ère des troubadours, XIe, XIIe, pardon, sur des sentiments du sujet lyrique, des troubles, des perturbations dans la vie continue du sujet lyrique, tels que le sont l'amour, la fatalité, la mort, etc. Donc ça, c'est un objet, premièrement. Et ça, c'est la définition, pardon, par l'objet. Et la seconde définition, c'est par la forme. C'est la définition qui nous vient, pardon, à l'instant quand on parle de poésie, c'est en vers. Alors, pas forcément, hein, on a eu les modernes pour nous le contredire, mais en tout cas, la poésie, on va le dire dans un sens commun, c'est une certaine forme du langage, qu'on appelle un langage dans le langage, donc c'est-à-dire qu'il y a une autre dimension. Personne ne parle en vers, personne ne parle en poésie, on parle en prose. La poésie est un moment spécifique, créer une atmosphère chantante. Je vais revenir d'ailleurs sur cette atmosphère lorsque je vais parler spécifiquement de la forme que de la poésie d'inspiration, entre guillemets, royaliste, je vais détailler. Et donc, cette expression lyrique, donc le lyrisme, c'est le chant, tout ce qui est relatif à la poésie, cette expression lyrique, euh, est selon Claudel, donc, qui est notamment un dramaturge frère de Camille Claudel, une méthode de la mémoire. La mémoire, selon lui, fonctionnerait par scansion et par ce langage spécifique qui nous permettrait de mieux retenir les discours et surtout de mieux formuler nos idées. En fait, nos idées viendraient naturellement par la scansion. C'est une étude littéraire, c'est une analyse littéraire comme une autre, mais j'aime bien cette perspective de la forme comme une manière de retenir. D'ailleurs, on le sait tous, les prophètes, dont les troubadours, etc., arrivaient à retenir une multitude de vers, c'est par leur forme. C'est pour ça aussi qu'on a l'image d'Épinal que les vers de l'Odyssée et de l'Iliade étaient chantés par cœur, qui n'avaient pas été posés à l'écrit. C'est faux, ils ont été écrits, mais on a cette image très caractéristique liée à la forme poétique. Donc, par ces deux perspectives, on va analyser un peu qu'est-ce que pourrait être une poésie dans un engagement royaliste, parce que c'est notre objet d'étude, et cet objet d'étude va s'articuler autour de trois axes. Ce soir, premièrement, le questionnement d'une esthétique littéraire royaliste. Oui, c'est quoi en fait royaliste dans ce sens? Parce qu'on voit à peu près le mouvement, ok, ça, ça aime des rois, voilà, je vais être très prosaïque aujourd'hui. Et on voit pas du tout dans le contexte d'une poésie. Qu'est-ce que pourrait être une poésie royaliste? Quand vous tapez poésie royaliste sur Internet, vous trouvez rien, sachez-le. Deuxièmement, on va voir ensuite pourquoi une poésie comme pratique liée à des principes. Parce que le royalisme, c'est pas une idéologie, ce sont surtout des principes de société, des principes de vie. Et pourquoi une poésie serait une pratique de ces principes? Et enfin, dans un troisième lieu, une étude, entre guillemets, qu'à pratique d'une poésie qui serait inscrite dans ce mouvement et qui suivrait tous ces préceptes et qui serait une application rigoureuse. Alors, premièrement, dans la recherche d'une esthétique littéraire, il faudrait peut-être se tourner vers les moments où il y a une poésie dans ce qu'on pourrait appeler un moment royal français. Pour moi, ce moment royal, donc avec cette organisation de la société hiérarchique, mais en même temps
protectionniste, entre guillemets, parce que l'individu était protégé par sa famille, par son duché, par son roi, par la religion, etc. Plein de coquilles qui mettent d'intermédiaire entre l'individu et toute forme d'État. Cette organisation, je pense qu'elle a un point culminant entre le XIe et le XIIe siècle, sous les rois capétiens tels que, avant Louis IX, Louis VI le Gros et Louis IX, voire Philippe Auguste. Bien sûr, il y a eu d'autres réminiscences cette époque, entre guillemets, notamment le XVe siècle, il me semble. Euh, et ces époques sont parallèles à des essors de la poésie euh, française. Donc la poésie française, bien sûr, se caractérisait autour de la langue d'Oïl, donc et d'Oc. Pour ceux qui ne savent pas, hein, la langue d'Oïl et d'Oc, ce sont les deux, entre guillemets, sous-familles de la langue française qui sont séparées par une ligne factice linéaire euh, entre part de Bordeaux à peu près, ou La Rochelle pour certains, qui va jusqu'à Genève, pour vous donner une idée. Et donc, la poésie s'articule autour de ces deux langues, enfin, deux sous-langues, c'est pas très exact, mais en tout cas autour d'une langue qui est complètement différente de la nôtre. En certains points, elle est plus lyrique, elle est plus chantante, elle est plus apte à être chantée par la figure qui vient quand on parle de poésie médiévale, le troubadour. Troubadour, c'est une personne spéciale et c'est une philosophie spécifique qu'on peut transposer à notre époque. Le troubadour, c'est celui qui trouve. D'ailleurs, on pouvait l'appeler aussi le trouveur ou la trouveuse, car il y avait des troubadours femmes. Et trouveur, c'est celui en fait qui trouve la chanson naturelle du monde. Parce que pour des théoriciens de l'époque, notamment Vidal, Pierre P-I-R-E, hein, Vidal, et aussi Dante, qui parlera notamment de la poésie de la langue d'Oïl, sous l'aspect avec Thibaut de Champagne, et je ne sais pas. Dante a fait de l'analyse poétique, notamment du français et de l'italien, enfin, des langues d'Oïl et des langues italiennes, et ben, ils vont décrire que le poète, c'est celui qui trouve, qui est dans la recherche de la musique naturelle. La musique naturelle, en fait, ce n'est pas la musique. On le croit, c'est le vers, la chanson, le chant. Et cette musique naturelle serait l'expression la plus pure des desseins du monde et des desseins de Dieu, parce qu'il y a toujours une perspective religieuse. Deschamps, au XVe siècle, va articuler aussi cela et va écrire un traité euh, sur le traité de la manière de dicter. Donc il parle notamment des arts principaux, la grammaire, etc. Il parle de la poésie comme un art de la musique, un art premier de la musique. Et j'aime bien cette expression de Pierre Vidal, qui est le poète n'est pas le singe des philosophes, ça serait bien trop réducteur, il est le singe de la nature, et ça lui va bien. Et cette légèreté dans l'appréciation chez Vidal, très caractéristique du troubadour, pardon, c'est vraiment un élément clé sur lequel on va revenir. Sommaire nous permet notamment de chercher euh, des objets distincts dans une poésie qu'on pourrait considérer comme royaliste. Donc cette poésie, bien sûr, ne doit pas être je ne fais pas d'appel à la nostalgie, hein. Le Moyen-Âge est un temps révolu, il faut l'apprécier à sa juste valeur, ni le surestimer, ni le dévaluer, comme on le fait trop souvent, je trouve. Mais forcément, le royalisme s'inspire d'une organisation sociale, d'une manière de voir le monde, et cette manière de voir le monde s'est incarnée. On a eu la chance qu'elle soit incarnée. Mais il ne faut pas que, s'il y a projet de poésie comme engagement royaliste, il ne faut pas que cette poésie soit une nostalgie. Il faut en fait conserver des invariants. Ces invariants, ce sont notamment euh, des objets et des formes distincts. Comme je vous l'ai dit, la poésie, ça s'organise autour de quoi? D'objets distincts, donc de thèmes. Ici, les thèmes seraient l'amour, euh, l'épopée aussi. Il y a eu ce qu'on appelait les chansons de... L'amour, c'est les chansons de geste. On a eu tous les récits épiques, les légendes du roi Arthur, etc., qui ont été relatées par chant, par poésie. Et on a aussi des formes distinctes, spécifiques, la ballade, le lait, le chant royal, etc. Pleines de formes qui peuvent être, outre imitées, conservées dans leur philosophie, entre guillemets. Mais ça, je vais revenir beaucoup plus tard. Donc, pour terminer sur cette partie, on peut dire que oui, il y a une esthétique littéraire royaliste, qu'elle s'inspire d'un moment historique qui a été réel, mais que cette esthétique littéraire royaliste, ça surtout autour d'un principe, c'est que le poète
est celui qui trouve la vérité et la nature et n'est pas un sujet lyrique qui est un but lui-même, premièrement, qui reçoit une Pensez, là. sorte de Comment tu vois? de diction divine, superbe du monde, Ouais, comme C'est disait heureusement. un exemple très simple, sublime hein, du tu vois. monde, Mais pardon, comme par disait exemple, oui, Goethe. tu as fait une vidéo Donc il qui n'est pas traitait de. réceptacle de quelque chose, d'une parole divine, ce n'est pas un prophète. Le poète est entre guillemets, un singe. C'est celui qui nous retransmet ce qu'il cherche et ce qu'il trouve. Il est en perpétuelle recherche, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut le mettre en parallèle avec le philosophe qui est, selon les définitions premières, donc celles de Solon, de Thalès, de Pythagore, d'Héraclite, etc., donc d'avant Socrate, qui est celui qui cherche perpétuellement du savoir sans le savoir, en fait, sans être fixe, et qui n'est pas un espèce de réceptacle d'une parole divine. Voilà. Donc ensuite, j'étais en train de construire je vais construire, pardon, un autre axe, c'est pourquoi la poésie comme pratique liée à des principes. Donc j'ai énoncé des principes premiers, mais j'ai pas dit pourquoi. Je vais m'expliquer. Premièrement, la poésie, c'est une expression artistique. On peut me dire, oui, capitaine, euh, tu vas quand même pas nous dire que c'est parce que c'est artistique qu'il faut le faire. Non, je vais pas vous dire ça, serait trop vous manquer de respect. L'expression artistique ici est bonne parce qu'elle donne à une intemporalité, à une intention, à un temps donné, et à un instant T. Je m'explique. Bien sûr, la poésie, c'est une forme écrite. C'est une forme qui reste, ou en tout cas qui reste dans la tête parce qu'elle est rythmiquement imprégnante, comme je vous l'ai dit, liée à la mémoire, etc. Cette intemporalité permet en fait de transmettre une intention. Par exemple, je vais prendre des poèmes de Louise Labbé, qui est une poète du XVIe siècle, et Louise Labbé, qui écrit à peu près en 1555, euh, a pour volonté, notamment dans ses poèmes d'amour, de dépasser les fadaises de l'âge, comme elle dit, donc le fait que les femmes vieillissent et que les femmes perdent leurs atouts, en conservant cette beauté, cette jeunesse éternelle, cet amour, cette recherche de l'amour et aussi cette déception par la poésie. Et aujourd'hui, si on a des traces de ces amours, de cette vision du monde, c'est par cela. C'est en fait, ça nous donne des imaginaires, de l'imagination. Parce que la poésie, selon moi, est liée à une pratique dialectique. Une pratique dialectique, c'est une pratique qui vise à expliquer quelque chose, normalement, de rationnel. Sauf que la poésie n'a aucune volonté à être rationnelle. C'est une réflexion qu'on peut nommer littéraire. La réflexion littéraire, ce n'est pas une réflexion mathématique qui veut dire par A ou par B que A plus B est égal C, etc. Ni une réflexion politique qui s'axe sur un engagement, une sorte de volonté de convaincre les gens ou que sais-je. Eh ben, l'objet de la réflexion littéraire, c'est l'imagination. C'est ce qui nous fait. Le songe, en fait. Le monde est un songe, l'homme pense en songe, comme disait La Fontaine. D'ailleurs, je vais le reciter ensuite, vous allez voir pourquoi. Mais cette liaison avec l'imaginaire, elle est utile, elle est nécessaire à un mouvement qui ne se veut pas idéologie, mais qui se veut euh, totalisant, qui se veut principe. Elle est nécessaire dans le sens où l'imagination permet un développement de la représentation. La représentation, ce sont les figures qu'on se met dans la tête et surtout ce sont les principes. Et dans notre contemporanéité, on n'a plus de représentation. On a une crise de la représentation, c'est notamment indiqué par des historiens et des juristes aussi. Euh, Crise de la démocratie, la période post-démocratique, comme ils l'appellent. Donc c'est une crise de la représentation. Les hommes et les femmes n'ont plus d'image, de valeur. Et si on veut donner des valeurs, si on veut, entre guillemets, transformer la société, ce n'est pas qu'avec des cas pratiques, des règles, structuration des guerres, des révoltes ou que sais-je. D'abord en changeant leur image, leurs idoles. Je ne verse pas dans l'idolâtrie non plus, mais c'est dans la figure. En fait, c'est dans la figure, dans la continuité du titre du livre de Nietzsche, Le crépuscule des idoles. C'est que les idoles d'antan sont mortes, les figurations d'antan sont mortes, il faut en recréer de nouvelles sur des bases saines. Et c'est ce qu'a pour vocation toute expression artistique littéraire, toute réflexion littéraire, notamment la poésie. Ensuite, la pratique dialectique, je vais vite terminer sur cette partie, propose aussi une organisation d'un propos, et d'un propos qui est exempt de vices de procédure. En fait, l'objet de la poésie, de cette poésie qu'on va produire,
je parle de nous, hein, que nous allons produire, c'est une poésie qui est ôtée de toute volonté d'engagement politique saugrenu, En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne veut pas faire de pamphlet, qu'on n'est pas dans le pamphlet. Si on veut avoir une réflexion littéraire liée à l'imagination, qui est une esthétique littéraire royaliste, on ne doit pas être dans le pamphlet, on doit être dans la rhétorique de, dans la rhétorique, pardon, de la simple argumentation politique. Et la forme de la poésie qui exige certaines formes, qui restreint l'art, sa définition latine et médiévale, c'est ce qui restreint, ce qui rend étroit, empêche ce vice de procédure que la rhétorique implique, c'est-à-dire une espèce de, de vulgarité, entre guillemets, de bassesse, d'art du logos trop bas. D'ailleurs, c'est ce que Platon nous enseignait, c'est que la vraie politique, ce qu'il appelait la vraie politique, c'est un petit parallèle, une petite parenthèse, c'est la politique qui ne se passe pas dans les amphithéâtres, dans l'agora. Cette politique-là est mauvaise. Le bon politicien n'est pas celui qui parle, n'est pas celui qui fait des vices de procédure, car il peut être démagogue. Et en fait, voilà, c'est que la pratique et l'outil de la poésie ne peut pas être démagogue, car elle est exempte de ces vices de procédure de la rhétorique, puisqu'elle ne se veut pas rationnelle et elle ne se veut pas politique. Mais maintenant, on va passer, entre guillemets, à ce qu'on peut appeler une formalisation, une sorte de cas pratique, on va appeler ça comme ça, d'une poésie qui s'inscrit dans une esthétique royaliste que j'ai détaillée. Pour faire ça, on va faire cela de manière très rigoureuse. J'ai un peu énoncé l'esthétique littéraire royaliste, hein, j'en ai fait une partie, mais je n'ai pas détaillé précisément cette esthétique effective, c'est-à-dire qui s'incarne dans une œuvre, la poésie. Premièrement, j'ai distingué 3 points et je vais les détailler. C'est la bonté et la générosité. Ça fait très bateau, mais je vais vous expliquer. La grandeur et la distinction et la sagesse du solitaire. Premièrement, la bonté et la générosité. Qu'est-ce que j'entends par là? Premièrement, pour les plus érudits ou les plus religieux d'entre vous, vous aurez remarqué que ce sont des valeurs chrétiennes. Cette générosité est, premièrement, dans l'objet. Générosité de ce qu'on donne. C'est-à-dire que la poésie, dans une esthétique royaliste, n'est pas une poésie qui plaint, n'est pas une poésie qui ôte quelque chose, qui dit que vous n'êtes pas dans le vrai, c'est une poésie qui donne des propos, ce que j'appelle le propos doux, bon, apaisant et apaisé. Parce que la première vertu, une des vertus du réalisme, dans cette fameuse, j'aime bien cette devise vérité, justice, modération, c'est la modération. La modération passe par le fait qu'il y ait une forme de sagesse apaisante et apaisée. Et le sage est généreux en conseil, mais pas en moraline. Il ne donne pas de il ne donne pas de morale, il ne veut pas casser, il ne veut pas détruire, il veut simplement expliquer avec les choses les plus gentillées, entre guillemets, un bon enfant si vous voulez, même si c'est réducteur, vous allez le voir. Dans la forme, la générosité lyrique pourrait s'expliquer notamment par une richesse, celle du son et de la stylistique. La richesse sonore est très caractéristique de l'esthétique littéraire médiévale, en fait, du XIIe siècle, de cette époque dont je m'inspire. Et je pense que c'est aussi un invariant dans l'esthétique littéraire royaliste, c'est que ça doit être une poésie qui doit avoir des richesses sonores, ce qu'on appelle des allitérations, des assonances, pour être très prosaïque. Allitération, en fait, c'est la répétition de consonnes, L, consonne, assonance, son, c'est la répétition de vocaliques, donc de voyelles. Quand il y a beaucoup de A, c'est de l'assonance, quand par contre beaucoup de S, comme ça, c'est de l'allitération. Et là, j'ai l'air débile, hein. Dans des petits bruits d'animaux. Donc cette richesse sonore doit primer, puisque c'est sur une sorte de recherche de la richesse purement stylistique, c'est-à-dire des figures de style, des rimes, comme vous voyez la poésie, hein, mais sans l'occulter non plus. Hein. La richesse stylistique sert le discours exempt de vices de procédure, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette richesse stylistique, donc ces rimes bien placées, ces figures de style, ces métaphores, etc., sert notamment et le contenu et aussi la richesse sonore, puisqu'elles mettent en valeur les effets de style sonore. Mais la bonté et la générosité dans la forme
dans leur champ lexical, etc., ne sont pas un effet de paillettes ou d'abondance, de gourmandise. Il faut savoir être modéré, et là, en fait, malheureusement, je ne pourrais pas vous expliquer dans sa pratique, c'est de l'expérience, en fait, tout simplement. Il faut savoir discerner le trop du pas assez. Il faut savoir fuir et le loup et le chien, comme nous enseignait Horace. Ensuite, dans le deuxième point de l'estime royale effective, je parlais de la distance au propos, de grandeur et distinction. Grandeur et distinction, ce sont des valeurs nobles. Le pathos de la distance, c'est cette aptitude à rester loin des choses, non pas comme un sage, je vais y revenir dessus, mais comme un noble pour se donner une grandeur. Pour le monde mécanique, etc., c'est qu'on ne veut pas toucher les velléités et les choses basses du monde, tout simplement parce que les choses basses peuvent nous altérer. Mais cette distance, cette distinction noble, ce qui caractérise celui qui est de la masse et celui qui est téméraire, ce qui caractérise le démos et l'aristoi, c'est la distance au propos dans l'objet politique. La distance au propos, c'est quoi? C'est tout simplement que lorsque nous abordons un sujet, un objet politique, ça peut être l'amour, la passion, peut-être la religion, même si dans la poésie, la religion a une place particulière, euh, même le regret, la mélancolie, etc., il faut avoir une distance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être impliqué. C'est ce que veut être le sujet lyrique à la base avant le romantisme. Le sujet lyrique, c'est-à-dire le jeu qui est écrit dans la poésie, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est une représentation, c'est une figuration. Il faut là retrouver les enseignements, encore une fois, d'Horace, qui était un grand poète antique, qui a écrit des satires, les odes, etc., et les hymnes. Horace précise bien que lorsqu'il écrit, lorsqu'il dit je vais quelque part, etc., dans cette poésie, ce n'est pas lui, c'est une figuration, ce sont des masques, en fait. Et ce sont des masques qui permettent l'imagination et qui permettent la création de représentations. Que lorsqu'on ne s'implique pas, mais qu'on décrit, qu'on détaille, qu'on est ce singe de la nature, comme le dit Vidal, nous sommes aussi celui qui montre des catégories, des allégories. La poésie médiévale, notamment celle de Charles d'Orléans, qui est du XVe siècle, 1415 à peu près, est une poésie d'ailleurs qui est totalement dans l'allégorie la plus totale. L'amour est un seigneur. Il y a même une lettre, euh, la lettre d'allégeance de Charles d'Orléans, donc du sujet lyrique plutôt, et non pas de Charles d'Orléans, à l'amour et à Vénus. Voilà, pour vous dire qu'on est dans l'allégorie la plus totale. Danger, dolor, tristesse, dolor, douleur, danger, etc., solitude, sont personnifiés comme des chevaliers attaquant le fort de son cœur, etc. Totalement dans l'allégorie, c'est un exemple de, de distance, en fait. Une création d'idole. De représentation, pardon, pas d'idole, surtout pas. Ensuite, cette distinction, un peu, dans la forme, interdit des sujets. Il y a une licence relative des sujets, c'est-à-dire que la poésie n'est pas un lieu où on traite de tout et on dit et on le dit tout n'importe comment. Il faut un peu de rigueur, un peu de tenue, un peu de politesse en fait, parce que nous utilisons un art qui est la musique du naturel. Nous utilisons un art qui a l'implication non pas de louer de la nature, mais de parler avec le langage de la nature. Et si nous voulons respecter la nature, donc c'est-à-dire le monde, c'est pas la nature dans le sens prosaïque du terme, c'est la nature dans le sens suprarationnel, nous devons forcément avoir un peu de distinction, de tenue, de politesse, de respect. Donc il y a le bannissement des thèmes, forcément nous n'allons pas parler de basse politique, je vais être très méchant peut-être, hein, mais nous n'allons pas parler de manif de gilets jaunes. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas contre ou pour les gilets jaunes, hein, c'est un mouvement inscrit dans une époque, mais c'est un sujet qui peut être relaté sous forme de métaphore, hein, mais qui ne doit pas être explicitement dit, qui ne doit pas être dit, non pas parce que le mot gilet jaune ne va pas bien, gilet jaune, ça fait trois en plus, trois syllabes, ça se place bien, mais parce que tout simplement, ce n'est pas quelque chose d'intemporel. L'amour, le sentiment, richesse du cœur, ce sont des choses intemporelles, le gilet jaune est inscrit dans son temps. Voilà, je prends l'exemple, je prends le gilet jaune, comme je prends les riches, le Macron, je ne sais pas. Il faut qu'on extraire des sujets thématiques, si vous voulez parler d'actualité, des choses intemporelles. Le gilet jaune, par exemple, c'est, je veux dire peut-être des conneries, hein.
c'est révolte, le Jacques un peu se révolte, le démos contre l'oligarque. Voilà. Sans vraiment, il faudrait absolu ne pas nommer oligarque démos euh, dans le sens où ce n'est pas vraiment des choses de la nature, ce n'est pas un chant de la nature, ce n'est pas une louange aux bonnes choses, à la bonté. Ça, en fait, parler d'oligarque, parler de problèmes, de choses problématiques et de choses politiques, ce sont des choses qui ne sont ni généreuses ni bonnes. Voilà pourquoi il ne faut pas les dire. Ensuite, il y a une bonne histoire de l'approche dialectique. C'est-à-dire qu'un sujet ne doit pas être un objet poétique, un poème ne doit pas être une gloire à quelque chose forcément. Il faut qu'il y ait un peu de contrebalancement, il faut qu'il y ait de la relativité dans vos propos, dans le propos poétique euh, royaliste. C'est-à-dire que cette relativité, en fait, c'est la preuve d'une distinction des choses, d'un recul sur le monde, d'une sagesse. Ne vous inquiétez pas, la sagesse du solitaire, je vais en... Et enfin, il y a un bannissement d'une approche formelle. Là, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup expliquer non plus. Un peu... Il y a un langage particulier pour faire ça stylistiquement et sonoriquement. Il faut forcément utiliser un vocabulaire varié et riche. Voilà. Et enfin, après cette longue liste d'interdits, peut-être qui vous fait peut-être un peu peur, un peu sourire, un peu esquisser quelques rictus, je vais parler de la sagesse du solitaire. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse du solitaire? Avant de parler de cette sagesse du solitaire, je le tease beaucoup, je vais vous lire en fait une fable de La Fontaine, la dernière du livre 12, qui parle en fait du solitaire et dont je tire mon propos, et c'est pour cela que j'ai appelé cette partie la sagesse du solitaire. Donc, cette fable est pas très, un peu longue, mais ne vous inquiétez pas. Le juge arbitre l'hospitalier et le solitaire. Trois saints, également jaloux de leur salut, portés d'un même esprit, tendaient à même but. Ils s'y prirent tous trois par des routes diverses. Tous chemins vont à Rome, ainsi nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un, touché des soucis des longueurs des traverses, qu'en apanage on voit au procès attaché, s'offrit de les juger sans récompense aucune. Plus soigneux d'établir ici-bas sa fortune, depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés, se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié, les trois quarts, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à bout de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue, et le soin de soulager ses maux est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors étant tels que les nôtres, donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers. Chagrin, impatience et se plaignant sans cesse, il a pour tel et tel un soin particulier, ce sont ses amis, il nous laisse. Ces plaintes n'étaient rien au prix de l'embarras où se trouva réduit l'appointeur de débat. Aucun n'en était content, la sentence arbitraire. À nul des deux ne convenait, jamais le juge ne tenait à leur créer la balance égale. De semblables discours rebutaient l'appointeur, il court aux hôpitaux, il va voir le directeur, tous deux ne recueillant que plaintes et que murmures, affligés et contraints de quitter ses emplois, vont confier leur peine au silence des bois, là sous d'âpres rochers, près d'une source pure, plus respectée des vents, ignorée du soleil, ils trouvent l'autre saint, lui demandent conseil. Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui mieux Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité? L'on ne le peut qu'au lieu des pleins de tranquillité. Chercher ailleurs, ce bien est une erreur extrême. Troublez-l'eau. Vous y voyez-vous? Agitez celle-ci. Comment nous verrions-nous? La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru, l'on suivit ce conseil salutaire, ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert, puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie en ces communs besoins. Oh, vous
dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous qui doivent troubler mille accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne voyez point, vous ne voyez personne, si quelques bons moments à ces pensées vous donnent, quelques flatteurs vous interrompent, cette leçon sera la fin de ces ouvrages, puisque puisse-t-elle être utile au siècle à venir, je la présente au roi, je la propose aux salles, par où saurais-je mieux finir? Je ne vais pas faire une analyse complète de cette lecture, hein, bien sûr, c'est un exemple. Euh, Lorsqu'il dit finir, etc., et en fait, c'est tout simplement parce que c'est la fin de toute son œuvre, de toutes ses fables, qui sont magnifiques, et qui sont notamment transcendées d'une sagesse épicurienne et d'une sagesse religieuse catholique, en opposition un peu au cartésianisme de l'époque, hein. En fait, les fables, si elles font jouer des animaux qui ont les apparences d'hommes, c'est une critique à l'esprit cartésien, à la rationalité, qui serait une bêtise, en fait, devant l'ignominie, devant l'idiotie peut-être du monde, et surtout à une prise de distance des choses. Il expose en fait dans cette fable, si vous l'avez peut-être pas comprise ou peut-être ma lecture était un peu dommageable, a un peu égratigné le propos, en fait il propose une définition du sage comme le saint solitaire. Euh, il y a dans cette fable un juge qui veut juger sans préavis, sans argent, il fait ça de bon cœur. Il y a de l'autre côté un hospitalier qui aide les malades, de charité chrétienne presque. Et ces deux saints se trouvent face au malheur du monde et sont troublés. Et leur solitaire, le dernier des saints, vient leur expliquer qu'en fait ils ne se connaissent pas eux-mêmes et qu'ils doivent se connaître eux-mêmes en troublant l'eau, en fait en troublant leurs reflets, en cassant leur code, en brisant leurs idéaux nés d'un monde plein, grouillant de personnes idiotes et flatteuses, pardon, et qu'ils doivent attendre patiemment dans le désert, c'est-à-dire dans le lieu reculé, que leur visage, donc que leur identité se manifeste. La poésie serait ce désert reculé. Cette sagesse du solitaire, c'est mon dernier point en fait, c'est la notion comment dire, la notion de la légèreté face au monde, de la distance moqueuse, entre guillemets. C'est la notion du rire du monde et de se retirer de ses vices pour être sain. Santé et avec un T. Euh, et se retirer des vices du monde pour être sain par le biais d'un moment linguistique particulier, c'est-à-dire la poésie, en fait, on utilise un langage particulier qu'on utilise pas, qui est exempt des vices qu'on utilise dans la prose. Nous utilisons donc ce langage pour se reculer du monde, se reculer des choses prosaïques et être dans une forme d'introspection de soi en parlant de choses qui sont extérieures à soi, en parlant de la nature, d'événements qui sont au-dessus de nous. Nous nous définissons en fait. Le sujet lyrique, je vous l'ai dit, pas la personne qui écrit, c'est un art. Mais à force d'inventer des personnages, à force de porter des masques, entre guillemets, d'être singé la nature, on en singe notre âme, on en rit beaucoup. On doit avoir bon cœur, rire des choses et du malheur, mais en plus, on en tire une satisfaction dans la définition de nous-mêmes. En fait, la poésie, outre être une réflexion littéraire qui développe des représentations, outre servir un mouvement que serait le nôtre, outre être une esthétique littéraire particulière, dans notre cas celui du royalisme, c'est avant tout une recherche de vous-même, une quête salutaire de votre identité propre, exempte de tous les vices du monde, de tout ce que peut vous dire, c'est votre seule voie, vous savoir. Après ces belles paroles, bien sûr, je vais rentrer un peu dans la, la proposition d'une forme. En effet, je vais vous parler un peu de termes techniques. Là, si vous êtes endormi, c'est dommage parce que c'est là qu'on rentre dans les choses un peu compliquées. Donc, je vais en fait vous proposer une forme revisitée de poésie pour vous montrer comment on peut créer une poésie qui est dans une histoire de condensé. Donc, premièrement, dans euh, la forme que j'ai un peu inventée, bien rapide, hein, c'est pas fameux, s'inspire de la balade précisément incarnée par Charles d'Orléans. Et bien sûr, pour comprendre, il vous faut un peu une lecture, donc je vais vous lire la balade 42 et j'en discuterai ensuite et je vous expliquerai ensuite toute l'introduction du vocabulaire poétique, etc. On va rester simple, hein, je ne suis pas expert, vous ne l'êtes pas non plus, à part s'il y a peut-être un poète parmi nous.
Mais je vais donc vous expliquer cela après la lecture. Donc c'est la balade 42. Je ne me sais en quel point maintenir ce premier jour de mai plein de liesse, car d'une part, puis dire sans faillir que Dieu merci, j'ai loyale maîtresse, qui de tous biens a trop plus qu'à l'argent. Et si pense que la sienne, merci, elle me tient son servante et amie, de douai-je bien donc jouer mener et me tenir en joyeuse plaisance, certes oui, et amour merci, très humblement de toute ma puissance. Mais d'autre part, il me convient de souffrir tant de douleurs et de dure détresse, par fortune qui me viennent assaillir de tout côté, qui de mots et princesses, passé m'a fait le plus de ma jeunesse, Dieu sait comment en douloureux parti, et s'il me fait demeurer en souci, loin de celle par qui puis recouvrer le vrai trésor de ma droite espérance et qui y veuille obéir et aimer très humblement de toute ma puissance. Et pour ce, mais je vous viens requérir. Pardonnez-moi de votre gentillesse, ce je ne puis à présent vous servir comme je dois, car je vous fais promesse. J'ai bon vouloir envers vous mes tristesses, m'a si longtemps en son dongier nourri, que j'ai de toutes jouées mises en oubli, s'il me vaut mieux seul de gênes et longier, qui dolent est ne sert que d'encombrance, pour ce recul me tendrait en pensée très humblement de toute ma puissance. Je vous l'envoie. Dulce souvenir, chèrement je vous prie, écrivez tost cette balade-ci, de par mon cœur la ferai présenter à madame, seule désirance, à qui bien ça je le voulus donner très humblement de toute ma puissance. J'ai un accent d'oil approximatif. J'en suis désolé, je le travaille. Donc cette lecture, peut-être que vous ne l'avez pas compris, c'est un très vieux français du XVe siècle. Donc on appelle ça du moyen français. Doyle, puis Charles d'Orléans qui l'écrit en Angleterre. Cette balade est typique d'une balade, de ce qu'on appelle une balade, c'est-à-dire en fait une poésie chantante, comme vous le voyez, j'ai essayé de retranscrire les sonorités, euh, qui s'articulent autour de plusieurs strophes, donc une strophe c'est un paragraphe, et qui se termine régulièrement par un envoi. Là je vous ai pris une très typique, hein, parce qu'il y en a certaines qui ne se terminent pas par un envoi. Un envoi en fait, c'est un peu une déclamation, une conclusion finale qui reprend les thématiques abordées dans le poème et qui termine en éclat. Donc cette balade se constitue premièrement de strophes qui peuvent être différentes. Donc les strophes en fait se définissent par le nombre de vers qu'elles ont. Si elles ont 4, c'est des quatrains, si elles ont 3, c'est tercé, si elles en ont 6, c'est pardon, si elles en ont 5, on dit tout simplement qu'elles en ont 5, etc. Et il y a aussi la définition de ce qu'on appelle une strophe carrée, en fait. Il faut savoir que le vers, donc la ligne, se compte syllabe par syllabe. Je ne me sais en quel point maintenir. Attendez, je ne me sais en quel point maintenir. Donc là, on est sur de la décasyllabe. Déca, 10, donc 10 syllabes. Et une strophe carrée, c'est une strophe qui a autant de syllabes dans un vers qu'elle a de lignes de vers dans une strophe. Donc par exemple, là, il y a 10 syllabes, donc la strophe va être de 10 vers. C'est une forme très artistique, hein, très, très virtuose, qui est caractéristique de la ballade. Ensuite, vous avez peut-être remarqué, il y a des rimes à peu près partout, et il y a plusieurs types de rimes, hein. Premièrement, il y a des rimes entrelacées, c'est-à-dire par exemple, maintenir, liesse, faillir, maîtresse, donc on enlace les rimes. Il y a les rimes plates, par exemple, merci, ami, ça rime directement. Et il y a les rimes encadrées, donc là, il n'y a pas d'exemple, mais c'est comme c'est, par exemple, jouer, tenir, venir, manger. Voilà, donc une rime qui encadre une deuxième. Donc c'est embrasser. Et ces rimes sont de différentes natures, bien évidemment, et dénotent d'une virtuosité et d'une richesse. Il y a des rimes léonymes, donc c'est-à-dire plus de 300 rimes entre eux. Euh, il y a des rimes ensuite moyennes, suffisantes, ou 200 rimes, il y a des rimes pauvres ou 100 rimes. En fait. Et cette variation peut amener notamment à une certaine forme stylistique. On peut varier les léonines et les faibles, pour dire par exemple, si je parle de ça, je vais mettre des rimes faibles, si je parle de ça, je vais mettre des léonines, comme ça, même dans le discours, par exemple, de deux personnages, on peut faire des dialogues. On va voir la différence.
Ensuite, un vers, donc une ligne, se caractérise notamment par son nombre de syllabes, comme je l'ai dit, et il y a plusieurs types comment dire, de vers qui ont chacun leurs propriétés. En fait, des produits, si vous voulez. Il y a l'octo et la décasyllabe qui sont réputés pour être très chantants et qui sont très utilisés au Moyen Âge. Là, c'était la décasyllabe. Il y a l'alexandrin, celui que vous connaissez peut-être tous, qui est en 12 en 12 syllabes et qui a la caractéristique d'être considéré comme un verbe noble. En fait, pour être très précis et très technique, c'est l'imitation française du maître latin de l'hexamètre dactylique. Voilà, ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais moi je ne suis pas très bon là-dedans. Mais en gros, considérer que c'est un vers noble, plutôt du récit, qui est très équilibré, mais qui n'a pas autant de rang et d'allégresse, entre guillemets, que la décasyllabe, mais qui est placé au rang divin parce que il est très pratique. Il a un chiasme, donc une division de 6 en 6, c'est-à-dire que une première partie du vers, c'est 6 syllabes, la deuxième, c'est 6 syllabes, et en fait, à l'oreille, ça sonne très bien. Et ensuite, on a d'autres vers un peu bancals, pardon. Par exemple, les heptasyllabes, 7 syllabes qui sont considérées comme des vers un peu qui cassent le rythme et surtout qui le font trébucher. Ça peut être un effet très impressionnant, hein. Les gens qui savent jouer de décasyllabes, qui mettent une décasyllabe pour choquer l'auditeur, et hop, qui reprennent un décasyllabe pour le tenir en haleine. Vous voyez, c'est un jeu. La poésie doit être un jeu. Et c'est un jeu du sage, de celui qui s'est mis en recul, observer le monde, et qui donne sa sagesse, c'est-à-dire ce que nous pensons, nos principes en tant que royaume. Ensuite, il y a des figures de style, mais ça, c'est plus de la stylistique que du français, que de la poésie pure, mais vous connaissez la métaphore, etc. L'antanaclase, lorsqu'on répète un mot, mais qui est chaque répétition a différent sens. L'anaphore, donc on répète plusieurs fois euh, au début du vers un mot, etc. Et juste dans la ballade, je reviens enfin sur ça, le dernier vers de chaque strophe est répété plusieurs fois. En fait, à chaque fois, il y a un sens différent, et c'est Charles d'Orléans est un des maîtres de cet art, hein. Euh, il arrive à faire changer le sens d'une même phrase plusieurs fois, en fait, de faire, si vous voulez, des antanaclases de phrases entières, en fait, et donc à changer le sens sémantique et à le lier parfaitement à la strophe. Un art peut-être que jamais nous n'atteindrons, mais espérons. Donc, je n'ai pas la prétention de faire des balades, loin de là, c'est pour ça que j'ai adapté une forme euh, pour nous, car oui, nous allons, quand je parlais tout à l'heure de nous, nous allons produire, nous allons écrire, parce que nous allons impliquer des principes. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions et vos objections, mais ce sera après. Et du coup, pour cela, j'ai pensé imaginer une forme, peut-être imparfaite, mais je vous la propose. C'est une forme qui lie ballade, chant royal, donc type de ballade particulier, et qui rime notamment, et qui entremêle tout ça et qui l'adapte. Donc, le poème, pardon, s'organiserait autour de 1, 5, 6 strophes, 4 strophes de déclamation et 2 strophes d'envoi. 2 strophes d'envoi. Et les strophes alterneraient de taille. La première strophe, retenez bien ça, écrivez si vous voulez, ferait 5 vers, la deuxième 4, la troisième 5, et la quatrième 3. Puis un envoi, ça serait une strophe de 6 vers. En fait, qui est divisé en deux, du coup, pour ça que j'ai dit qu'il y en avait 6, hein, vous pouvez dire ça. Donc l'envoi, c'est 6 vers, donc 3 et 3. Et le texte principal, le corps, si vous voulez, c'est 5, 4, 5, 3. Donc un 5, un 4, 1, 5, une strophe de 5 vers et un tercet. Et il y a d'autres règles, notamment la longueur. Moi, j'ai pris des décasyllabes parce que j'aime ça chante. Mais vous pourriez prendre d'autres choses. J'ai fait varier en fait, j'ai alterné entre décasyllabes et alexandrin pour varier entre un chant et une louange, si vous voulez, et quelque chose d'assez épique, d'assez descriptif, d'élogieux, dans le raconter, quelque chose dans le chanter, dans le dit, dans la musique naturelle. Et enfin, ce que j'ai voulu faire, ce que je propose, c'est la répétition alternée de chaque dernier vers de strophe. C'est-à-dire que la première strophe a un vers qui va être répété à la troisième strophe,
le deuxième strophe a un vers qui va être répété à la quatrième. Et enfin, l'envoi est exemple de cela. Peut-être que ça va être compliqué pour vous, mais je vais lire la proposition que j'ai faite très rapidement. C'est un poème que j'ai fait très rapidement, donc il n'est pas très excellent, pas très bon, mais c'est une proposition qui condense toutes ces règles. Ensuite, je vais vous expliquer les petites activités que nous allons, je l'espère, faire sur des siècles et des siècles. Je vous lis. Le thème, c'est le lys. Soleil aux doigts dorés, ouvre les yeux du seigneur du bouquet, délicat Dieu, au parfum raffiné qu'il fait sentir le lys à toutes les dames qui l'admirent. 3 fois saint roi, veille sur tes yeux. Que tout bon français laisse son âme pousser la fleur de Notre-Dame et de la Trinité. Le cœur à la labeur doit être de bon air, car le lys n'éclot pas ou point sur une terre calcaire. Neige aux doigts argentés, tu as armé les vaillants torses d'une étrange pensée. Une sombre merveille tu as offerte à un royaume ôté de sa fleur parfaite. 3 fois saint roi, veille sur tes sujets. J'arroserai de ma sueur, s'il le faut, la terre dont j'ôterai le mal avec ma faux, car le lys n'éclot point sur une terre calcaire. Envoie. Pas l'étendard se salissant de sang, par ses sanglants descendants, seul s'étant, corrompu d'une doloure sans amour. Pas l'étendard souhaitant que ses suivants sachent saluer ces sublimes tons d'antan. Ton soldat cherche le verbe du troubadour. Donc, si vous avez bien écouté, j'ai essayé d'appliquer tous les préceptes que j'ai dictés, c'est-à-dire j'ai répété en alternance les derniers vers de chaque strophe, donc c'est-à-dire le 1 qui va au 3, le 2 qui va au 4. J'ai alterné la longueur des strophes, donc j'ai fait du 5, 4, 5, 3. Et ensuite, mon envoi, et ce sont deux tercets qui, qui alternent en fait des rimes particulières. En premier, c'est des rimes plates, ensuite je fais un peu de rimes entrelacées, etc. Il faut varier le style. Et j'ai essayé, par exemple, à l'envoi, de jouer sur les sonorités, le S, pour montrer la longueur, la chose un peu. La sonorité du S et du R montre le R une rugosité et le S quelque chose de très silencieux, insinueux, mauvais, vicieux. Voilà. D'ailleurs, c'est tous des mots qui ont des S dans des sifflantes dentales dans leur son. C'est pas pour rien. Après cette présentation, nous allons donc procéder à un concours bimensuel sur le Discord du Cercle Richelieu. Il y a des échéances, des formes et des modalités précises. Les échéances, premièrement. Tous les mercredis, un mercredi sur deux, il y aura donc un concours de poésie du Cercle Richelieu qui pourra accueillir tout le monde en tant qu'auditeur et qui aura entre 5 et 10 participants. Toutes les poésies devront respecter une forme et un sujet qui aura été mis dans l'annonce. Le sujet sera varié, sera changeant à chaque édition. Par exemple, cette édition, c'est le lys. Et la forme, par contre, elle, est stable sur toutes les éditions. Cette forme, je vous l'explique. Ce sont 6 strophes qui devront être composées. 6 strophes qui sont organisées en un corps de texte de 4 strophes et un envoi de 2 strophes. Un envoi, c'est précisément une sorte de conclusion qui dépasse le corps de texte dans sa thématique. Le corps de texte, lui, devra être organisé comme suit. Une première strophe, donc un premier paragraphe de 5 vers, suivi d'une deuxième strophe de 4 vers, suivi d'une troisième strophe de 5 vers, suivi et fini par une strophe de 3 vers. Et les deux envois seront composés de 2 strophes de 3 vers. Donc ça fera précisément 5, 4, 5, 3 pour le corps de texte, et pour l'envoi, ça fera 3, 3. Il y a aussi 2 règles, une de répétition et une de rime, qui ne sont pas si contraignantes que ça, vous allez le voir. Le dernier vers de la première strophe du corps de texte, donc celle de 5, sera répété à la troisième strophe du corps du texte, et le dernier vers de la deuxième strophe sera répété à la dernière strophe, au dernier vers de la dernière strophe. C'est-à-dire que je m'explique pour ceux qui n'ont pas compris, vous avez votre 5, 4, 5, 3, la dernière ligne, le dernier vers de strophe de 5 sera répété à l'autre strophe de 5, et le dernier vers de la strophe de 4 sera répété à la strophe de 3. Ça, c'est, j'espère, compris par tout le monde. Dans l'envoi, il y a une règle de rime. Vous devez faire une rime plate suivie d'une rime embrassée. Je m'explique. C'est-à-dire, soit A, une rime, par exemple, un son,
B, un autre son, et C, un autre son à rimer. Vos rimes feront A, B, C, C, B. Je répète, A, B, C, C, B. Vous devez impérativement respecter ces quelques formes. Vous avez le droit à la longueur de vers que vous voulez, donc des octosyllabes, des décasyllabes ou des alexandrins. Vous avez le droit aux thèmes et aux effets stylistiques que vous voulez. Et bien sûr, il faut tenir compte de tout ce que je vous ai dit dans la présentation pour vous aider à constituer une poésie qui reste dans le thème de notre volonté. Tout ça se passe sur le Cercle Richelieu et se passera, comme je l'ai dit au moins 2 fois, un mercredi sur 2 à 21h30. Cette soirée sera organisée comme suit. Il y aura 5 à 10 participants qui se passeront l'un après l'autre et qui devront dire, clamer leur vers avec une bonne diction, une bonne scansion, bien respecter les longueurs de vers et les effets de sonorité qu'ils ont produits. Bien sûr, vous pouvez être accompagné d'un instrument, c'est valorisant. Entre chaque concurrent, il y aura la possibilité pour 2 poètes en herbe de scander des vers à ton humoristique léger qui ne devront pas respecter forcément la forme imposée pour le concours. Et ils passeront donc l'un après l'autre. Ça peut être la même personne qui passe 2 fois s'il n'y a personne d'autre, mais il doit impérativement avoir donc des poésies d'entracte, on va appeler ça à ton humoristique et léger, qui va avoir une forme beaucoup plus libre. À la fin de ce petit concours, lorsque tous les participants seront passés et lorsque tous les poètes d'entracte seront passés, il y aura un vote, une délibération, pardon, entre tout le public où les participants ne seront pas comptés. C'est-à-dire qu'en vocal, tout le public qui sera aussi nombreux, je l'espère, qui sera très nombreux, pardon, je l'espère, pourra se délibérer, chacun son tour, on fera un tour de table organisé, et on décidera d'un lauréat, d'une mention si c'est vraiment dur de départager, et aussi de la meilleure poésie de l'entracte, pour honorer la personne qui nous a fait le plus rire. Et la poésie qui aura été choisie comme étant celle qui aura gagné le lauréat sera enregistrée, conservée et postée sur la chaîne des Trois Lames ou, si elle est vraiment excellente, sur la chaîne du Cercle Richelieu, afin de commencer une compilation de ces poésies. Bien sûr, toutes les informations vous sont retranscrites si vous venez retransmis si vous venez sur le Discord du Cercle Richelieu. Pour participer, il n'y a que très peu de conditions. Il faut être sujet du roi, donc il faut avoir passé un vocal, et il faut respecter la forme et la contrainte thématique que j'aurai à poser dans le salon annonce. Enfin, si vous n'êtes toujours pas au clair sur la forme, je vous ai posté un exemple. C'est un exemple, donc ce n'est pas fameux en termes de stylistique, mais c'est un exemple pour montrer la forme que vous devez suivre, qui respecte le thème du lys et qui respecte la forme que je vous ai dictée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère vous revoir un mercredi en train de scander votre poème et d'être lauréat du concours.